Nous nous en moquions du vieux Thésée. Nous le trouvions braque, affolé d'étranges manies. « Danger proche !» grommelait-il dans une barbe qu'il portait courte. Nous rions sans écouter ses prophéties, ou pensions-nous entrer du gâtisme précoce et beaucoup aussi de ces dégoûts d'aujourd'hui qu'aiment à professer les ronchons d'un certain âge. Et il partait en voyage parfois, sans dire où il allait. Il en revenait toujours plus préoccupé. Nous le vîmes un jour acheter chez le sieur de Long de belles poutres cintrées qu'il installa dans la cour de sa ferme en une sorte de charpente inversée, au beau assez large et solidement jointoyé. Maigre, adroit, toujours courbé sur marteau ou tenaille, il y travailla des mois. Ses voisins entendaient les coups sourds de son maillet sur des chevilles de bois qui maintenaient tenons et mortaises. Peu à peu, ça prit l'allure d'un bateau, dont les murailles carrées percées de sabords pouvaient passer pour celles d'une maison. Un navire en terre, un vaisseau dans la vaisselle, le chansonnion. De temps en temps, il transportait à bord de l'outillage, quelques bestiaux de sa grange, même des bêtes sauvages en cage et des éléments de mobilier. Mais il déménageait, ma parole, ce têtu. Comme je comptais parmi sa parentèle, il m'invita un jour à le suivre lors de l'une de ses pérégrinations. Il faut dire que nos hameaux s'égayaient sur une immense plaine en forme de cuvette, ronde, basse, profonde, dont la terre, fertile sous un climat clément, produisait en abondance légumes et fruits variés, surtout des cerises, si fameuses alentour que nous faisions fortune à les vendre par charretée ou avec du miel en confiture. Oui, certaine aisance régnait là, et nous ne comprenions pas le souci du Thésée. Nous partîmes donc tous les deux un matin, plein sud, et nous eûmes à monter pendant plusieurs jours des lacets interminables le long d'une côte haute qui nous conduisit, après 16 nuits passées sous les étoiles, au rivage de la mer. Pas un mot n'avait franchi la barrière de ses dents. Parvenu là, « Écoute, dit-il. » Je n'entendais que le murmure du vent sur la houle courte et les cris de quelques mouettes, rien d'autre. Ébloui, je n'avais jamais vu la mer. Sable, plage, algues, désert. « Prête mieux l'oreille, » insista-t-il. Et en effet, au tréfonds de la terre, sous mes pieds, je crus ouïr un grondement sourd, comme un roulement irrégulier, une sorte de tonnerre bas qui faisait frémir le sol comme une onde. Je me mis même à en ressentir la vibration sous la plante de mes pieds. J'interrogeai le vieux des yeux. Il regarda longuement le large. « Une histoire interminable, dit-il. Les anciens de la famille tenaient d'aïeux lointains, qui le tenaient d'ancêtres plus reculés encore, et ainsi de suite. Un grand récit auquel beaucoup d'entre nous n'accordaient aucune créance et qui relatait que là, autrefois, il n'y avait pas d'eau. Seulement un trou noir, un creux sans fond, une sape insondable, on aurait dit l'ouverture des enfers. Et les voyageurs pouvaient courir sur des milliers de lieues au bord de cette fosse énorme. En une année de cheval au moins, on en pouvait toutefois faire le tour, de temps à autre ponctué sur des hauteurs vertigineuses, de cataractes larges, par où se précipitaient les eaux de quelques fleuves dont aujourd'hui l'estuaire ou le delta marquent l'endroit de ces cascades. Pluvieux, s'il se peut, reprit-il, d'autres racontards prétendent aussi qu'en des temps plus reculés encore, la mer avait, comme aujourd'hui, envahi déjà ce vide, qu'il s'asséchait, qu'il se remplissait. Je te parle dans des rythmes de dizaines de milliers d'années, que cette fluctuation dépend de ces tremblements de terre, dont tu as éprouvé souvent la terreur et qui ferment la fosse, ou au contraire l'ouvrent à l'immense océan qui entoure la terre par des colonnes cises à l'extrême occident à nous. Le Thésée tendit alors le bras vers le soleil couchant. Les coups des séismes en percent les digues ou les obstruent selon. Alors les eaux entrent en torrent dans notre fosse oblongue qu'entourent les terres habitées. Inversement,
au bout de plusieurs fois 1000 ans, elle s'évapore et tout y redevient glauque et noir. Le vieux Taiseux se retourna, dos à la mer. Jusqu'à l'horizon s'étendait devant nous notre patrie, large calotte creuse et riante, à perte de vue des champs labourés, des cerisets, des prés pour les moutons, des bâtisans pisés pour les familles, des hangars de fer pour l'outillage, des granges en bois pour les bestiaux. Un pays heureux, n'est-ce pas ? Dit-il. J'approuvai du front. Pour jouir ici d'une telle vue, tu nous vois perchés sur la crête d'une sorte de cloison, sur une crête fine et longue qui protège notre cuvette des eaux de la mer. Qu'arriverait-il si elle cassait ? Or, depuis mon jeune âge, mon grand-père m'entraînait souvent ici, sur cette même rive haute, et m'y racontait que son grand-père lui avait raconté que depuis son jeune âge, l'eau montait. Oui, depuis que la mémoire de famille se transmet, son niveau ne cesse de croître. Mesure-le, sous tes pieds, la mer arrive au ras maintenant. Mais je t'ai fait venir pour une seconde raison. Il y a une nouvelle, un événement qu'aucune de ces vieilles traditions ne raconte, survenu depuis quelques mois. Ce bruit que tu entends, on dirait, n'est-ce pas, un roulement pareil aux prémices d'un séisme, jamais relaté, ni ouï, rien sur lui, dans nul récit. Écoute pourtant, écoute-le bien. Je l'entends depuis 7 ans. Toi aussi, je vois. Il ne cesse de croître depuis que je viens là. Que dit-il ? A-t-il quelque sens ? Qui parle ? Peut-on en comprendre l'avertissement ? Pourrais-je un jour déchiffrer cet appel de la terre ? Écoute sa voix. Notre terre parle. Tu le sens. Elle nous raconte quelque chose. Comme faisait ta mère le soir quand tu ne t'endormais pas. Elle dit ce qu'elle sait. Quoi ? À qui s'adresse-t-elle ? Je l'étudie depuis des lustres, cette voix. Et je ne puis en parler à personne, puisqu'au village, tout le monde me prend pour un fou, un illuminé, un mystique, un mauvais citoyen qui ne s'occupe pas des affaires politiques. Voici néanmoins ma traduction de la rumeur. Elle annonce que le mur se fissure et qu'il va s'effondrer. Oui, celui sur lequel, inquiets, nous nous trouvons juchés. Je pressens que son panneau va s'écrouler. Sans le savoir, nous vivons, nous, éleveurs ou cultivateurs, dans l'ombilic d'un grand creux défendu par un écran si mince, étendu qu'il menace de se rompre sous la pression des eaux. Il craquera.
Le jour de cette colère-là, la mer du milieu des terres envahira notre cuvette, remplira la terre sainte des ancêtres. Vite, au poste d'évacuation, vite, au poste d'évacuation. Voilà pourquoi, de mes mains tremblantes de vieillard, j'essaie de construire un bateau, un vaisseau de fou en terre ferme, et j'empile dans ses cales, comme dans un coffre-fort, tout ce qui pourrait servir en cas de péril, sauf le reste qui peut. Mais personne ne m'écoute. Tout le monde s'occupe de disputes intéressantes, de querelles tragiques entre personnes, villages et hameaux, de conflits entre les petits chefs et de leur théâtre permanent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils aiment tellement la violence qu'elle croît comme un déluge, toujours prête à recouvrir la terre entière. Entendront-ils cela quelques jours ? Il avait accentué ce mot d'une citation du Talon. Je n'ai pas dit que nous marchions pieds nus. De quel savoir caché discourait cet aliéné qui prenait l'apparence d'un sage ? Avec la courtoisie d'un enfant bien élevé, j'écoutais son boniment échevelé. Longuement et en silence de nouveau, nous redescendîmes au village. Pendant de longs mois, il ne me parla plus, pris par la mélancolie que je n'ai rien compris ni cru de prévisions qu'il prétendait savantes. Jusqu'au matin où d'un cri soudain dont le déchirement intense monta en fréquence au haut de la gamme et qui occupa d'un coup toute l'étendue de l'espace céleste au-dessus de la cuvette, tout craqua. Et l'eau arriva de gauche, de droite, en haute lame, au ras du sol, en cataracte et marée galopante, un tsunami. La muraille de montagne venait de lâcher. Pataugeant parmi les tourbillons d'un courant flambant et quasi noyé dans la boue visqueuse, je dévalai alors par bonheur non loin de sa bâtisse ovale et carrée, baroque, qui avait envie d'en rire à ce moment-là. Au bout d'une gaffe, il me tendit une haussière et pendu au croc, j'embarquai parmi les veaux, les vaches, les cochons et les couvées. Il y avait là autour de lui sa petite famille, ahurie, des bêtes qui chacune y allait de son pépiment ou abois affolé, des fleurs en pot, des semences répandues, des faux, des fourches, des jougs pendus à des crochets. Nous voguâmes 40 jours, inquiets, ballottés à bord sous un brouillard épais, jusqu'à
un relatif abaissement de la crue, nous talonnâmes alors les flancs du mont Ararat, parmi les colombes et les oliviers. Plus personne, villageois ni paysans, le silence et le désert humain. Sous le soleil revenu, bâbord à nous, s'étendait la bonasse de cette flaque immense qu'on l'on appela plus tard mer Noire, au fond de laquelle sommeillent depuis mes aïeux et mon pays, noyés, villages, cabanes et labours sous les sillons desquels dorment encore aujourd'hui, encore plus profondes, des tensions tectoniques énormes. De cette aventure millénaire culminent 2 souvenirs. Le bruit assourdissant de la cassure en son commencement et l'éblouissement de l'arc-en-ciel au dernier jour de la crue, le premier où nous fîmes la paix avec le monde. J'ai entendu, j'écoute, et je veux relayer la voix de François, l'auteur présumé des Fioretti, le petit pauvre d'Assise, sage rare en notre histoire européenne qui parlait aux loups, chantait avec les oiseaux et nommait fruits et fleurs nos frères et nos sœurs. En 1990, voici donc plus d'un quart de siècle, paraissait le contrat naturel. Cet appel, ce brûlot, qui proposait d'élever la nature au rang de sujet de droit, bouclant ainsi une longue histoire et difficile qui conféra peu à peu cette dignité, jadis exclusivement réservée aux mâles adultes et libres, aux esclaves, aux étrangers, aux minorités, aux femmes, iniquement traitées pendant des millénaires, enfin universellement à l'ensemble des humains,
sans aucune distinction. Tout le monde, sauf le monde, pouvait donc en principe participer à la politique et surtout ester en justice. Nouvelle, cette décision de ne pas restreindre aux humains, mais d'admettre le monde à ses participations souleva 10 critiques, au moins sous 2 ou 3 arguments. L'une affirmait, avec raison, que nous n'avons aucun témoignage que ce contrat fût jamais signé. À quoi je réponds que le fameux contrat social de Rousseau ne le fut jamais non plus par quelque groupe ou nation que ce soit. Une autre prétendait que l'on ne peut conférer des droits à des objets, mais qui ne sait qu'un esclave, pendant des millénaires, et encore aujourd'hui, est tenu par ses maîtres et possesseurs comme un outil ou un objet passif et dénué d'autonomie. Je peux même citer un philosophe fameux qui, sous le règne des Lumières, définit le mariage comme une association où le mâle est le sujet dont la femme est l'objet. L'accession à la dignité de sujet de droit dépasse donc souvent cette insurmontable barrière. Oui, libéré, un sujet naît d'un objet. Et cela se passe aujourd'hui en réalité pour le monde, mais nous restons aveugles à cette nécessité. Je conçois parfaitement un procès opposant le parc national de Yellowstone ou celui des Pyrénées à tels utilisateurs abusifs. L'un de mes ouvrages propose même que la terre, l'air, l'eau et le feu deviennent, au même titre que les vivants, des sujets de droit et même des sujets politiques. Je m'explique. Voici quelques années, M. Boutros-Boutros-Ghali était secrétaire général de l'ONU. Le hasard voulut que nous fussions invités ensemble à la télévision. Je lui demandais pourquoi l'Organisation des Nations du Monde ne s'occupe-t-elle pas de problèmes aussi urgents que l'eau, l'air, la mer et les vivants. Je me souviens de sa réponse. J'évoque parfois ces questions devant les membres de l'institution, mais chaque représentant des États se défend d'y penser, disant « Je ne suis pas là pour l'air ou la mer, mais pour défendre les intérêts de mon gouvernement ». Ces assemblées ne sont donc pas mondiales, mais seulement internationales. Politiques, elles ne s'occupent que des nations, se désintéressant du monde. Sous peine de mort, il faut désormais renverser cette vieille coutume et considérer que nos politiques et notre droit vivent avec et dans le monde, par lui, pour lui et de lui. Qui commande ? Les sciences humaines ou sociales s'adonnent plutôt à la description, alors que les exacts expérimentent, expliquent, puis énoncent des lois. Mieux encore, les unes évaluent l'état présent de la société, les autres font naître des actions et des entreprises qui transforment dans sa réalité inerte et vive l'état du monde présent et à venir, physique, vivant et collectif. Là gît le point décisif. Les gouvernants, administrateurs, journalistes, acteurs des médias en général, bref, ceux qui dans nos sociétés détiennent la parole publique, donc se font le mieux entendre et par là jouissent d'influence, ont tous, sans exception, été formés aux sciences humaines, économie, sociologie, commerce, finance, sciences politiques, etc. Leur parole a une efficacité majeure sur la société, mais aucun impact sur le monde. De leur côté, ceux qui contribuent aux transformations techniques ou biologiques font basculer le monde et métamorphosent la société. Qui a le plus marqué le siècle ? Qui s'y est le plus engagé ? De Sartre ou de Fleming, l'inventeur de la pénicilline, et par médiation, l'auteur de la progression verticale de l'espérance de vie ? De Bourdieu ou de Turing, l'inventeur de l'ordinateur ? Connaissez-vous quoi que ce soit de ce dernier qui a changé la face du monde et bouleversé nos relations, notre accès au savoir, nos pratiques quotidiennes du temps et de l'espace, nos métiers, le travail en général ? D'un côté, l'idéologie, de l'autre, un travail de mutation réel, actif, permanent, réussi. Certes, la coupure sociale passe par l'argent ou la classe sociale, mais aussi, et peut-être surtout, elle sépare un monde
qui se transforment de fond en comble et des gouvernants ou gérants qui ne savent ni pourquoi ni comment. La rupture essentielle, la voilà. D'une part, une société complètement transformée par les sciences dures, mais de l'autre, dirigée par les sciences douces. J'en viens à la responsabilité des philosophes. Au cours du XIXe siècle virent le jour plusieurs projets de société. Au siècle suivant, aucun. Pourquoi ? Parce que les programmes proposés au XIXe furent déclarés utopistes par ceux qui optèrent pour un socialisme dit scientifique, horizon, disait-on alors, incontournable. Ainsi, le marxisme s'est-il répandu de par le monde comme l'alternative évidente à l'économie en place, capitaliste quant à elle. Or, parmi des ruisseaux de sang et de larmes, le premier a échoué partout, y compris dans ses rapports pratiques avec la planète, laissant la voie libre au second. Dans le même temps, les philosophes, loin d'inventer du nouveau, conseillaient de s'engager, c'est-à-dire de rejoindre la discipline d'un parti et de répéter ses slogans. L'inventivité philosophique s'assécha, et passé l'effondrement du matérialisme dialectique, nous ne disposons d'aucun modèle de société qui pourrait se substituer au capitalisme, désormais mondial, et dont l'économie détruit la planète. Qui va donc défendre les pauvres et notre habitat commun ? Nombre de nos concitoyens sont certes indignés. Je partage souvent ce sentiment. Mais la vraie solution serait de disposer d'un modèle de remplacement. Il nous manque. D'ailleurs, je ne suis même pas certain d'avoir quelque idée sur le modèle d'un tel renouveau politique, sauf peut-être celle d'analyser lucidement nos conduites par rapport à la ville, polis en grec, notre habitat désormais principal, puisque de ce mot polis dérive tout justement celui de politique. Le rassemblement massif d'une majeure partie de l'humanité actuelle dans des mégapoles nous fait croire aveuglément que tout est politique au sens originel du mot, c'est-à-dire que tout est d'ordre citadin, alors que cet ordre même, par sa dynamique propre et son expansion démesurée, occupe la terre et détruit le monde. Comment donc mangerons-nous demain si cette conquête urbaine bétonne les terres fertiles et détruit devant son avancée les paysans, pères nourriciers de l'humanité depuis le néolithique ? Nous vivons, si j'ose dire, engagés en une situation telle qu'il est difficile de deviner l'issue, quoiqu'un certain espoir d'avenir apparaisse dans la conduite de certains contemporains qui inventent des vies et des actions renouvelées. Puissent ces individus parvenir ensemble à la fin de cette guerre mondiale
qui nous entraîne à la disparition des vivants, des humains et de leur habitat commun. Qui d'entre nous ne voit pas, en effet, la disparition rapide des espèces florales et animales, la perte progressive de nos oiseaux, celle des insectes, et se perdre peu à peu la biodiversité? Question. Si une chose du monde ou telle espèce vivante se comporte comme un fil de chaîne qui traverserait un tissu où il rencontrerait en trame le fil des autres choses ou vifs, peut-on calculer un seuil, une quantité de disparition à partir duquel le tissu se défait en entier? Approchons-nous de ce moment terrifiant? Nous disposons aujourd'hui de chiffres alarmants sur le mouvement des migrations à venir pour des raisons de famine ou de changement de climat, sur le réchauffement de la planète, la fonte des glaciers ou des pôles et la montée des mers, sur le volume d'ordures qui, par exemple, au large d'Hawaï, dépasse en mer la surface de la France. Alors, ces avaries imparables suscitent d'abord l'alarme finale. Tous au poste d'évacuation, tous au poste d'évacuation. Même si, pour les terriens, dénuée de tout canot de sauvetage, elle sonne absurde. Elle couvre de sa rumeur l'humble voix franciscaine de mon commencement. Or, hélas, les puissants de la planète n'écoutent pour le moment ni l'une, dramatique et irréalisable, ni l'autre, bienheureuse et salvatrice. Sur 3 continents et en ces îles, les rives de la Méditerranée virent naître la géométrie, la physique, la chimie, l'histoire naturelle, plus la philosophie et au moins 2, sinon les 3, monothéismes. Au milieu de ces eaux, où naquirent les raisons d'Occident, voici une île, en bascule entre la mer orientale et la mer occidentale, terre à 3 côtés. Les anciens appelaient parfois l'île de Sicile Trinacria, triangle, tricorne. 3 caps ou promontoires s'y dessinent sous la botte d'Italie. Celle de Trapani, à l'ouest, à Erice, accueille un institut de physique qui porte le nom de Majorana. Dans le creux de la pointe est s'élève jusqu'à 3000 mètres l'Etna, volcan menaçant de sa lave les populations alentours. Il a 3 pointes, mais aussi à 3 savants, si grands qu'ils marquèrent leur temps. Majorana, de Catane et Trapani, Archimède, mort et né à Syracuse, enfin Empédocle d'Agrigente. Voilà
en 2500 ans, un résumé de nos savoirs, de nos sagesses et de nos folies mortelles. Paradis de l'esprit, enfer volcanique. Visitons cette île, faisons le tour d'un microcosme, miroir et symbole du monde, tour d'une histoire ancienne et contemporaine, tour de la science et de ses problèmes, tour de ce qu'il faut savoir, faire et croire, tour d'une éthique jadis et naguère inimaginable. En chaque stade du voyage, au bout de chaque étape, un volcan grondant nous attend. Premier feu, Ettore Majorana. Dans l'année qui précède l'explosion de la dernière guerre mondiale, au matin du 25 mars, jour de l'Annonciation, un jeune Italien embarque sur le paquebot-poste régulier qui relie le port de Naples à celui de Palerme. À peine adulte, 31 ans, 1,70 m, cheveux noirs, une profonde cicatrice au dos d'une main, ce passager vient de faire d'importantes découvertes en physique nucléaire sur les interactions fortes. Nul, jamais, ne retrouvera sa trace. Si, en ce temps-là, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et les pays démocratiques, soit les futurs belligérants, s'attendent à la déflagration de la guerre, seuls quelques rarissimes spécialistes préparent ou prévoient celle de l'énergie atomique, issue justement des forces d'interaction. Ettore Majorana, voilà le nom du jeune homme, est l'un d'eux. Et il écrit « La physique a pris un mauvais chemin ». Majorana embarque et disparaît. Qu'est-il devenu ? Suicide, enlèvement, assassinat ? Personne à ce jour n'a éclairci le mystère. Avait-il deviné les forces verrouillées au sein des éléments ? Comme les Siciliens voient l'Etna parfois vomir ses laves mauves, ou du moins tacher l'horizon de lueur, voyait-il quelques feux se lever des forces d'interaction ? Son silence cachait-il des secrets qu'il voulait garder ? Une peur originaire, issue des racines du savoir ? De quel volcan atomique écoutait-il la voix ? Ce qui se préparait dans les laboratoires au cours des années qui précédèrent la guerre, nous ne le sûmes que 7 ans plus tard, en août 1945. Il ne s'agit plus alors d'un récit, ni d'un roman, ni de la vie de tel ou tel, fût-il génial, mais de l'histoire du monde et de l'humanité, de l'un des moments où se noie une alliance entre la raison, dite douce, et la mort la plus épouvantablement dure. Péché originel de la physique nucléaire, l'éclair d'Hiroshima marque ce moment. Notre histoire, depuis lors, s'enveloppe dans cette explosion comme une onde entretenue. Enfant d'Hiroshima, fils de Majorana, je vis et pense comme un enfant de la guerre, héritier de la bombe. Comment les lumières que nous recevons des sciences s'accompagnent-elles parfois de tels aveuglements ? Mieux nous savons, plus nous pouvons. Comment passer de ces possibilités au réel sans poser le problème du mal ? Quelle responsabilité portèrent naguère les savants du Manhattan Project ? Arrête-t-on la compulsion de vaincre, y compris dans les luttes pacifiques ? Celles-ci ne font-elles pas oublier les enjeux réels ? Dans notre culture, la compétition l'emporte sur l'ordre du monde. Névrose de gloire, première servie. Gagner, arriver le premier, devenir le plus fort, obtenir la victoire, finalement déchaîner l'énergie maximale. On n'arrête pas ce progrès-là, cette progression, cette montée. Non, cette descente aux enfers.
Chercher encore des traces anciennes pour reconstituer les événements, voilà ma vieille enquête policière. Et loin de m'en tenir à des témoignages d'avant-guerre, je préfère voyager beaucoup plus avant, vers une antiquité oubliée, ou chercher un sens à ce mystère. Deuxième feu, Archimède. Blaise Pascal nomme Archimède le plus grand dans l'ordre de l'esprit et le compare à Jésus-Christ, premier quant à lui dans l'ordre de la charité. La période moderne des sciences commença en recueillant l'héritage de ce savant. Nous pensons encore comme ses enfants. Ses inventions lui valent tout honneur et toute gloire. Arithméticien, il comprit les nombres comme personne avant lui, qui eut l'audace de les prendre en leur croissance immense, comme si les grains de sable de la plage envahissaient l'univers. Géomètre, il comprit les figures comme personne avant lui, et il sut calculer, par exemple, avec précision, le rapport entre le rayon d'un cercle et sa circonférence, le nombre que plus tard on appellera pi. Il construisit de plus des courbes magnifiques, comme la spirale ou l'hélice. Dans les profondeurs de nos cellules, nous portons notre ADN comme une forme archimédienne. Enfin, il mesura la parabole, utilisant les proportions et le levier, machine qui permet aux faibles et aux petits de résister aux grandes forces et de soulever d'énormes poids. Il prétendit ainsi ébranler le globe terrestre lui-même. « Je soulèverai la terre, dit-il, à la condition de disposer d'un point d'appui. » Ainsi, la force du savant l'emporte de loin sur toutes les puissances du monde. Joie du corps, joie dans l'eau, joie en l'air. Pour que le récit naïf de la plus célèbre découverte d'Archimède nous parvienne inchangé à travers 2 millénaires, il faut qu'il cache un trésor. Voici le mécanicien nu dans son bain. Son corps flottant ondoie, seul, dans le volume, comme un petit vaisseau dans un bac minuscule où ses membres se livrent à des roulis menus. Corps nu, fluide transparent, théorème d'équilibre par les eaux. Archimède sent la force qui, en le soulevant, fait qu'il flotte et qu'il nage. « Eureka ! J'ai senti, dit-il, la force de l'onde qui porte mon corps. Mais quelle seconde force le fait jaillir maintenant et de plus hors de l'eau ? Eureka ! Dis-je à mon tour pour généraliser son théorème. Tout corps loyalement plongé dans la vie authentique ou dans l'apprentissage courageux et direct reçoit une force égale à celle de ce corps et dirigée de bas en haut, verticale, vers la découverte. L'invention fait voler le corps, alors devenu archangélique, spirituel. Eureka ! Comment mieux exprimer l'ivresse dont la raison heureuse fait flotter dans l'eau et l'intuition bienheureuse léviter dans l'air. Archimède sentit le mouvement et se leva de l'émotion de ces deux éléments comme s'il entendait le murmure des ondes et la vibration du vent. Et j'entends Eureka comme ce triple écho et du corps, et de l'eau, et de l'air. Quelle histoire, dit avec plus de vraisemblance la joie corporelle de la trouvaille. Ainsi et encore fut-il le premier, par corps, au jeu de la joie intelligente. Paradis.
Mais si au centre de la mer, où baigne le centre des terres dites habitées, alors, la Sicile, riche et prospère, fait l'objet d'appétit et de conflits. Pour défendre Syracuse, sa ville riche et convoitée, Archimède construit de lourdes machines de guerre, des tours énormes, d'où des leviers lancent sur l'ennemi des projectiles afin de détruire leurs vaisseaux. Soulever la terre, voilà un pari, mais aussi de l'esbrouf publicitaire. Tirer du bras un bateau avec des poulies, voilà de l'utile propre à soulager la peine des manœuvres, mais aussi du spectaculaire. Lancer des projectiles, voilà se défendre, mais aussi tuer. 3 résultats différents pour un seul théorème, le rapport des forces. Et la machine correspondante, le fléau, quel mot, du levier. Peut-on inventer le principe en maîtrisant ses conséquences? À force de vouloir gagner au jeu de la puissance et de la gloire, les lueurs de la victoire n'aveuglent-elles pas aux responsabilités de mort? Eau, air, terre. Feu en 4e. Et pour finir, en concentrant les rayons du soleil au moyen d'un miroir courbé, Archimède embrase à distance. Devant les flottes de Rome, il dresse de gigantesques miroirs, en forme de ces paraboles qu'il connaît si bien et dont les foyers se placent dans des voiles et des coques qui soudain prennent feu. Au milieu de la rade ouverte, un nouvel Etna entre en éruption, feu dans l'eau, et brûle les vaisseaux de Métellus, général ennemi. Victoire, disent les livres d'histoire. Victoire. Comment la lumière qui brille au milieu des miroirs où les femmes s'admirent et ornent leur beauté a-t-elle produit ces bûchers? Comment la joie tressaillante de la trouvaille qui fit si hautement léviter le corps du trouveur, en clameur de mort s'est-elle changée? La bataille fait rage dans sa ville natale et nul ne sait comment Archimède mourut. Quelque temps plus tard, Cicéron, le célèbre avocat de la Rome classique de passage en Sicile, raconte au livre 5 des Tusculanes qu'il chercha la tombe du plus illustre des savants parmi un fouillis de ronces et de buissons, comme si elle aussi, comme Majorana plus tard, avait disparu. Troisième feu, Empédocle. Haine et amour. Le dernier acte de ce périple tragique s'ouvre au sud de la Sicile, où Empédocle, d'Agrigente, signe l'origine et commence la légende en créant une science à partir de rien. Continuateur de Pythagore, théoricien légendaire des figures et des nombres, lui-même physicien, chimiste, naturaliste, médecin, au moins pour utiliser les titres de nos partages spécialistes, Empédocle compta pour la première fois les 4 éléments qu'il appela dans sa langue grecque « racine des choses », ensemencement. Tout vient, dit-il, de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, et tout y revient, après augmentation, décroissement, échange et retour à l'équilibre. Comme la somme des 4 premiers nombres égale 10 et que pour les pythagoriciens la dizaine exprime l'univers, ainsi les 4 éléments forment-ils le monde. Voilà l'une des premières lois tout archaïques de la physique.
Mais comment font-ils pour le construire? Eau, mer et fleuve, terre, crevasses en montagne, feu, volcans et calderas, air et météores. Voilà les 4 éléments, racines des choses mêmes. Mais voici surtout les principes qui les assemblent et les régissent. 2 lois, où 2 forces contraires travaillent, malaxent, transforment ce quadruple ensemencement. L'amour et la haine. Conçus non point comme les émotions que ressentent le cœur et le ventre des hommes et des femmes, mais comme des puissances objectives, libres et mobiles, qui dominent les choses inertes et vives. La haine coupe, sépare, distingue, dissout, détruit, analyse, dissémine, tue ce que l'amour joint, réunit, mêle, associe, construit, harmonise, fait naître, croître et jouir. La haine déchaîne la force énorme qui enchaîne par amour toute chose. Les nommerions-nous aujourd'hui interactions fortes ou faibles, attractions et répulsions? Non, car nous ne savons plus regarder les cyclones et les sources, les chutes et les naissances, l'hiver, le printemps, le couchant et l'aube, comme Empédocle les voyait, à travers cette respiration géante dont l'alternance fragmente et attache, favorise les rixes mortels et les coïdes heureux. Par ces lois dominant les éléments, cet ancien physicien commença d'arracher la nature aux mythes antiques. En un étrange retour, nous replongeons aujourd'hui nos réussites dans les inquiétudes et les terreurs d'où naquit cette physique antique. Oui, notre nouvelle histoire des sciences et des techniques plonge aujourd'hui comme en boucle dans les mythes humains fondamentaux, d'où sortirent les premières lois d'Empédocle. Progression majeure et régression en deçà des origines. Du coup, le moment contemporain exige que nous tentions de revenir à cette unité où les principes de haine et d'amour sont à la fois humains, vivants, inertes et mondiaux. Nous ne parviendrons jamais à une déontologie de nos savoirs et de nos actes sans penser d'un coup le subjectif, l'objectif, le collectif et le cognitif. Ensemble, ici, la haine et l'amour résultent de ces 4 composants. Un vent pestilentiel soufflait des montagnes sur Agrigente, tuant les hommes et stérilisant les femmes. En faisant cesser ce souffle par colmatage des cols, Empédocle les guérit. Puis, l'une des épidémies dont les ravages décimèrent si souvent pendant des siècles nos ancêtres, la peste, mais quelle maladie entend-on par ce nom, se déclare à Sélinonte. Les gens de cette ville, voisine d'Agrigente, appellent au secours celui dont la théorie et les pratiques maîtrisent, croit-il, les éléments. Empédocle observe alors que la pestilence se répand des sources et des marigots alentour. Les Sélinontains meurent des eaux mortes. Haine encore.
il entreprend, dit-on, des travaux de génie civil qui, en asséchant les marais, réapproprient les réservoirs. Quelque temps après, la maladie fait trêve, à l'enthousiaste soulagement des victimes. Tous ces linontes aussitôt convient à un banquet de fêtes religieuses et civiles le maître premier de l'air, de l'eau et de la terre, trois de ces éléments revenus par lui de la haine à l'amour. Les réjouissances durent longtemps, car rien ne plaît au cœur des hommes comme d'échapper à la mort. Les Célinontins s'enivrent et ne voient point Empédocle disparaître. Le lendemain, nul ne l'aperçoit, et nul jamais ne le retrouvera, comme plus tard Majorana. La version la plus véridique dit son voyage final et la fin de sa passion. Il traverse l'île, à partir de Célinonte jusqu'au pied de l'Etna. Longue marche. Par piété, Empédocle se chaussait de bronze pour se retrancher des souillures de la terre. Signe d'immortalité, cet alliage impérissable sépare le corps, purifié d'amour, de la boue haineuse des chemins. Comment traverse-t-il cette distance longue sans que nul ne le connaisse? Voyage-t-il de nuit? Se cache-t-il au milieu de l'île au lieu dit le nombril où Perséphone enlevée entra dans les enfers? On dirait déjà que son errance ne se passe plus sur terre, comme s'il avait franchi, lui aussi, une sorte de porte limite. Il médite en chemin. Pour guérir de la peste les femmes, les enfants et les hommes, j'ai vaincu, par amour, la haine des eaux pourries, celle des vents pestilentiels, de la terre imbibée ou des sols desséchés. Mais qu'en est-il, en quatrième, de la haine portée par le feu, dont la menace plane sur l'île? Je sais, comme tout le monde, allumer ce feu pour que nous chauffe son amour, mais comment maîtriser sa puissance lorsque l'incendie éruptif rend l'air irrespirable et bombarde les champs, fait que l'eau s'évapore et désole notre terre de haine nucléaire? J'insiste. Empédocle ne parle pas d'amour et de haine comme de sentiments individuels. Il pense comme ceux qui, avant nos partages, ignoraient nos fragmentations. Il voit, comme Dante, ce que nous ne voyons plus, que l'amour meut le soleil et les autres étoiles. Nous ne savons pas, nous ne pouvons plus parler qu'en termes disjoints, en discours spéciaux, spécialisés, spécieux, en physicien ou en politique, en historien ou en pieux croyant. Nous pensons un monde éclaté, en technique, en sciences, en langues séparées. Notre sens gît en membres épars. À force d'écarteler le subjectif, le cognitif, l'objectif et le collectif, comment dire le mot juste et vivre une vie heureuse? L'analyse qui délie ces quatre composantes vient de la haine qui divise. Quel amour les réunira? Voilà le projet d'une pensée, le programme d'une langue, l'espoir d'une vie. Lorsqu'Empédocle écrit d'amour et de haine, il entend d'un coup physique et société, le corps vivant et le monde alentour, le mythe et le savoir, la musique et l'exactitude, l'émotion pathétique et la rigueur qui ne tremble pas, ma douce amie, et la dureté implacable et précise des choses. Je désire parler comme lui, à la dimension globale du monde où nous vivons et nous pensons comme hôtes.
De mon triple récit sicilien, j'entends jaillir comme une voix unifiée. Mon espoir repose sur l'évolution contemporaine du savoir. Simples et faciles, nos anciennes sciences reposaient sur l'analyse qui sépare et qui découpe, sur le découpage qui sépare les sujets de leurs objets. Haine, difficiles, globales et connectées, les sciences de la vie et de la terre supposent communication, interférence, traduction, distributions et passages. Amour, Empédocle disparut. Il se jeta, dit-on, dans le cratère en fusion. Cherchait-il doublement ses secrets de science et de sapience? Voulait-il écouter au plus près la voix du feu haineux qui brûle et détruit et de la puissance d'amour qui associe les atomes et fait naître les choses? La légende prétend qu'il croyait en effet aux atomes comme beaucoup dans l'Antiquité. Elle dit aussi qu'il se jeta dans le cratère et revint donc à ces éléments dissous, décomposés dans le magma mauve, mais que dès le matin du lendemain, une éruption soudaine rejeta au bord du cratère ses sandales. Au bord du gouffre en feu, comme des traces de pas, ces chaussures indiquent à la fois d'où venir et où aller, d'où renaître, de et vers le lieu originaire du monde où gronde une voix d'orgue profonde, la terre-mère B, Biogé B. Écoutons les cris des matelots romains qu'Archimède brûla, les hurlements des irradiés d'Hiroshima, dont Majorana voulut sans doute éviter le supplice ou sinon le différer. Écoutons l'appel lancé par le corps disparu d'Empédocle parmi le tonnerre assourdissant et les hautes flammes de l'Etna. Rien que des sanglots émis par des hommes que le feu transforme en torches. Empédocle entend la bouche sombre émettre le son d'une chose énorme du monde, constructrice de notre planète et destructrice de ses paysages, une voix portant à la fois la rumeur d'une foule en folie de conflit, l'éclat des massacres, la souffrance folle des marins brûlant comme au bûcher, le sanglot de nos passions et l'avertissement de nos savoirs. Il ouït le bruit commun à l'appel personnel, à une langue humaine, à une science universelle, à une chose énorme du monde. Comment parler cette voix-là? Comment parler à plusieurs voix? Celle des choses, celle du savoir, des émotions, de chacun et de tous, celle de l'humanité. À force d'écouter les voix de la biogé, dirons-nous un jour cette langue? Empédocle voulait penser comme la montagne, vivre comme la terre en feu, feu qui réchauffe d'amour et consume de haine, penser comme les éléments d'une science qui naissait en sa totalité, comme je voudrais penser.